Monsieur le journaliste, je tiens à vous remercier pour avoir répondu positivement à mon invitation. Je regrette que vous ayez attendu longtemps parce que la petite note que j'ai préparée, que je souhaite vous remettre pour bien fixer les idées, devait être saisie. Malheureusement, avec les pannes intempestives et répétitives de la ECG, il a fallu qu'on attende que le courant revienne. Donc, je vous remercie pour votre compréhension. J'ai pensé que ce qui va se passer le 16 novembre prochain, le samedi, le vote référendaire du projet de notre future constitution est d'une très grande importance. Une importance vitale pour le Gabon, parce que si le oui ne passe pas, par malheur, eh bien, la transition se verra dans l'obligation de se prolonger. Et cela, sur le plan financier, ça pourrait mettre le Gabon dans des difficultés. Parce que les décaissements au niveau des instances financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et j'en passe, ils ne sont pas toujours spontanément généreux à l'égard des pouvoirs de la transition. Ils demandent qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Et le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a bien compris quels sont les enjeux qui sont posés aujourd'hui pour le Gabon, et il a bien compris qu'il était nécessaire d'aller, n'est-ce pas, de nouveau à l'ordre constitutionnel, qu'il y ait des élections crédibles. Mais il ne peut pas avoir d'élections si le projet de la Constitution n'est pas d'abord voté, avalisé solennellement par notre peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ce référendum est d'une importance capitale pour notre pays. Après une année de mutation, de changement que nous voyons sur tous les terrains, dans toutes nos provinces, depuis que le CTRI est là, le Gabon, je pourrais dire, est en pleine résurrection, puisque le pays était mort, les écoles étaient abandonnées, les hôpitaux ne fonctionnaient plus, même l'université Omar Bongo n'avait même plus d'amphithéâtre. D'amphithéâtre, c'est-à-dire de librairies et de grands amphithéâtres où on pouvait, n'est-ce pas, tenir des conférences et des réunions de toutes sortes. Ça n'existait plus. Aujourd'hui, il y a des travaux partout. En un an, il y a un changement qualitatif et quantitatif d'une importance considérable. Mais pour que l'on continue, il nous faut mettre fin à la transition et retrouver des institutions légitimes, avec des votes légitimes, des votes transparents et crédibles. D'où l'importance de ce projet de constitution. Mais je dois dire que devant un tel projet, d'une importance
aussi considérable, il serait souhaitable que nous soyons dans une disposition d'esprit qui convienne, que nous puissions faire preuve de ce que l'on appelle la pensée critique. La pensée critique, il faut différencier de l'esprit critique. La pensée critique, ce que certains, les universitaires, appellent la pensée dialectique, après Marx et Nietzsche, la pensée critique nous conduit à prendre des distances par rapport à la réalité. Il y a un objet, on prend de la distance, mais on ne va pas condamner automatiquement, on va analyser. Et on va admettre que sous cette terre, rien n'est bon totalement, rien n'est mauvais totalement. Il y a du bon, il y a du mauvais, même dans une même chose. C'est ce qu'on appelle la pensée critique, la pensée dialectique. C'est différent de l'esprit critique. L'esprit critique nous conduit à nous opposer à tout, systématiquement, sans examen approfondi. On s'oppose, on dit non, pour dire non. C'est ça l'esprit critique. Alors, une chose aussi considérable que le référendum, il serait malheureux que nous fassions preuve de pensée, d'esprit critique. C'est-à-dire qu'on dit non pour dire non. On dit non pour dire non, sans raison. Parce que c'est pas ça. Non, ce n'est pas une bonne chose. La République a été constitutionnalisée, mis dans la Constitution. C'était le régime des partis uniques, un peu dans toute l'Afrique francophone, peut-être l'exception du Sénégal. Alors, cette Constitution de 1961 a instauré un régime hybride, un régime semi-présidentiel et un régime semi-parlementaire, puisqu'il y avait un Premier ministre qui était là et qui avait une majorité automatique au Parlement, le PDG. Et maintenant, en 1979, oui, on a mis le PDG, parti unique. Et puis après, la grande constitution que nous avons eue, vraiment, avant celle qui va être votée samedi prochain, c'est la constitution du 6 mars 1991. La constitution du 6 mars 1991, qui était aussi semi-présidentielle et semi-parlementaire. Il y avait le président, il y avait un premier ministre qui était assis sur une majorité au Parlement parlementaire. Alors, j'ai voulu que nous nous retrouvions pour voir avec vous ce qui m'amène à préconiser le oui pour le vote de samedi prochain. Le oui. J'ai suivi les débats à la télévision, par exemple à la chaîne nationale, le 10 novembre dernier, des gens brillants. Il y avait ceux qui préconisent le non, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi ou beaucoup de méconnaissance dans le fonctionnement de l'État et dans ce qu'on appelle une constitution. Je m'excuse de rappeler ici très brièvement, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai été ministre conseiller personnel du président Bongo pendant presque 18 ans d'affilée et que j'ai été Premier ministre pendant 7 ans, la longueur, le temps le plus long
qu'on est passé à la primature en période multipartiste. Je ne parle pas d'avant, au temps du Premier ministre Léon Badiami, qui a été, je crois, 20 ou 21 ans Premier ministre. Mais je parle de la période multipartiste. Je crois que j'ai été celui qui a mis plus de temps à la primature. 7 ans, après avoir été Premier. Je voudrais que vous me permettiez aussi de rappeler que j'ai enseigné le droit constitutionnel pendant 7 ans à l'UOB. Et que quand j'étais étudiant en France, le droit constitutionnel, les finances publiques, l'histoire des institutions et des faits sociaux, ces 3 matières-là, j'ai eu des prix, des distinctions assez remarquables pendant les concours de lauréats des facultés qu'on appelle en France. Donc, c'est pour dire que je peux me prévaloir d'une petite autorité, sinon d'une autorité certaine, pour parler de la Constitution. Alors, beaucoup disent que cette Constitution va installer un pouvoir autoritaire, un pouvoir dictatorial. Je crois qu'il ne serait pas bon que quand nous parlions des choses aussi sérieuses, que nous fassions prévaloir la mauvaise foi ou les sentiments qui n'ont rien à voir avec l'examen minutieux d'un texte juridique. Je vous prends quelques exemples. On parle de l'hyper-présidentialisation ou de l'hyper-dictature. Mais quand on examine la Constitution, ce projet de la Constitution fait que le président de la République a abandonné beaucoup de pouvoirs. Beaucoup de pouvoirs. Pouvoir de nomination, ce ne sera plus de son ressort. Beaucoup de pouvoirs. Et il y a de nouveaux prérogatives qui sont là, mais qui me paraissent compatibles avec une vie démocratique de l'État. Le président de la République, je le dis par exemple dans les articles 28, l'article 28 et l'article 110 qui parle de la justice. Parce que dans un État démocratique, c'est par rapport à la justice qu'on apprécie mieux le caractère démocratique de l'État. De voir que les juges sont indépendants, ils ne sont plus automatiquement nommés par le pouvoir suprême, qui les met ainsi sous sa botte, que les juges sont plus ou moins indépendants, qui ne sont plus automatiquement nommés par le pouvoir suprême. Cela veut dire que c'est vraiment la démocratie. Alors, quand vous prenez l'article 43, l'article 110 par exemple, il parle de l'indépendance de la justice. Et l'autonomie financière est assurée à la justice. L'autonomie financière est assurée à la justice, ce qui n'existait plus depuis 63 ans. Ça n'existait plus depuis 63 ans. Alors, on voit aussi que le Conseil supérieur de la magistrature, dont le président de la République, évidemment, est président, le vice-président, ce n'est plus le ministre de la Justice. Ce n'est plus le ministre de la Justice. Donc, ce sont les juges eux-mêmes qui vont nommer le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont les juges eux-mêmes qui vont nommer soit le président de la Cour de cassation, soit le président du Conseil d'État, soit le président de la Cour des comptes à tour de rôle.
rotatif. Ce n'est plus le président qui nomme. Ce sont les juges, les pairs qui nomment celui qui sera vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, dont le président, évidemment, reste président. Je noterai également que, s'agissant de la Cour constitutionnelle, mes chers amis, pendant 32 ans, la Cour constitutionnelle a été dirigée par une seule et même personne, nommée par le président, mandat renouvelé par le président. La Cour constitutionnelle, pendant 32 ans. Le peuple l'a appelé, l'a baptisé du sobriquet de Tour, la Tour de Pise. Hein? De Pise. Pise, une ville d'Italie où la tour est toujours penchée. Pourquoi? Parce que ces décisions, c'était toujours pour soutenir le pouvoir. Pendant 32 ans. Maintenant, le projet de constitution qui nous est soumis, dans son article 23, ce n'est plus le président qui le nomme. Ce sont les pairs, ceux qui sont avec lui au sein du Conseil, au sein de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on appelle les juges constitutionnels. C'est eux qui nomment, parmi eux, le président de la Cour constitutionnelle. Mais nous venons de très loin. C'est une révolution extraordinaire. 32 ans, c'était la même personne que nous voyons. C'est elle qui décidait. Elle a annulé les élections au 2e arrondissement de Libreville, sans le faire renouveler, comme le lui demande la Constitution, le code électoral. Elle a fabriqué des résultats à Franceville pour donner à Ali Bongo 90 ou 90% des voix. Ce ne sera plus le cas. Ce sont les juges constitutionnels eux-mêmes qui vont maintenant nommer le président de la Cour constitutionnelle. Mais quelle révolution! Quelle révolution démocratique! Quelle révolution démocratique! Je crois que, avant que je parte suivre des frères qui m'ont précédé dans l'au-delà, j'aurais assisté à une révolution démocratique d'une importance considérable. Donc, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la République, l'article 23, non, l'article 55, le président de la République ne peut plus nommer n'importe qui au gouvernement. Ne peut plus nommer n'importe qui, comme on l'a vu. Les 14 dernières années que nous venons de vivre, cet enfer, avec ce qu'on appelait les Yunting, la Yunting. La présidence était réduite à une sorte de repère de voyous qui nous ont dirigés pendant 14 ans, avec tous les résultats, tout le chaos que nous avons subi. Ce ne serait plus le cas. On cadre, n'est-ce pas, cette prérogative de nommer, par exemple, certains agents dans des fonctions sensibles. Même au gouvernement, le président ne peut plus nommer n'importe qui. Où on a vu des gens qui n'avaient rien de gabonais au gouvernement nous diriger. C'est terminé. C'est terminé. Alors, je passe à l'article du chef de l'État lui-même. Et ce qui est encore quelque chose de phénoménal,
sur le plan de la révolution que ce projet de constitution inclut, sur le plan de la révolution démocratique. Le chef de l'État ne pourra plus faire plus de 2 mandats. Le chef de l'État ne pourra plus s'amuser, enfin, s'amuser, c'est une façon de parler, magouiller le peuple, tout ça, pour dire qu'il se représente. Pour se représenter la 3e fois, la 4e fois, c'est terminé. Ce projet de constitution, fermement, indique que le président ne peut faire que 2 mandats. Et puis, il s'en va. Il s'en va. Mais ce qui est encore plus révolutionnaire, et je crois que ça va provoquer des tremblements de terre dans certains pays que nous connaissons très bien. À partir de ce projet, s'il est voté samedi prochain, si le 8 le passe, aucun parent direct du président, aucun fils direct du président, ou cousin portant le même nom, aucun ne peut lui succéder. Ne succédera au président Oligui Nguema que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un Oligui Nguema. Ce que nous avons vécu pendant plus de 63 ans, c'est terminé. C'est la démocratie. Le Gabon ne sera plus l'otage d'une famille ou d'un clan. C'est terminé. Ne serait-ce que ça. C'est une révolution copernicienne d'une dimension, comment pourrais-je la qualifier, exponentielle. Le président lui-même, le président Oligui Nguema, il a proposé au comité des sages qui ont préparé ce décret que ne peut plus succéder au président un parent direct, un fils ou un frère, c'est terminé. Mais que voulons-nous de plus? Que voulons-nous de plus après les 63 ans que nous avons vécu de règne monarchique? Nous étions dans ce que j'appellerais, malgré l'antinomie des termes, je dirais une république monarchique. Nous étions dans une république monarchique. C'est vrai, j'ai travaillé dedans, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et je ne voulais pas jouer le héros pour mourir pour rien. Nous étions dans une république monarchique. C'est terminé. Mais il faut quand même saluer chaleureusement le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Là, il montre que ce qui compte pour lui, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas d'abord lui-même et sa famille. C'est le peuple gabonais. C'est le peuple gabonais. Et le peuple gabonais, s'il veut vivre dans la démocratie, mais on ne peut pas maintenir la succession dynastique. C'est terminé, la succession dynastique. Je me dis que dans certains pays francophones, qui sont toujours sur, comment dirais-je, sous l'emprise de cette succession dynastique, mais les gens peuvent se poser des questions. Mais le Gabon, c'est une révolution, une grande révolution. Et sur le plan des mœurs, sur les plans des mœurs, le Gabon d'Ali Bongo Ondimba,
sous son magistère, était le seul pays de l'Afrique noire à avoir légalisé l'homosexualité. Le seul. C'était une honte. Une honte. Vous vous rappelez ce que le gouvernement camerounais a fait quand le président français a voulu lui envoyer un messager pour promouvoir l'homosexualité, on lui a dit, si tu prends l'avion en direction du Cameroun, demande que ton avion aille ailleurs. On ne veut même pas te voir. Mais notre civilisation africaine, nous ne pouvons concevoir le mariage que quand deux êtres de sexe opposés. On a osé faire légaliser l'homosexualité au Gabon. Et quand on voit, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui n'étaient pas ou qui ne sont pas de Gabonais, ni de père ou de père, ni de mère, qui sont venus légaliser, faire légaliser l'homosexualité. C'était une honte. Et quand nous allions au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo ou ailleurs, on me disait, ben tout, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis plus dans le sérail du pouvoir. On lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Le projet constitutionnel qui sera soumis au peuple samedi a aboli définitivement l'homosexualité. Qui sera là, qui redeviendra un crime, quelque chose dont on ne veut pas entendre parler. C'est une grande révolution. Je crois d'ailleurs que le président de la transition, le général de brigade, Brice Clovis Odigma, il n'a même pas attendu un mois. Je crois qu'après leur prise de pouvoir, quelques semaines, 2 semaines avant, ils avaient déjà indiqué que ça va être éradiqué dans nos textes l'homosexualité. Et c'est ce que le projet constitutionnel est en train de sacrer. Une grande révolution. Les textes. Alors, ce projet constitutionnel, à mon avis, consacre aussi le principe de la démocratie participative. De la démocratie participative qui permet aux populations de se sentir libres et de débattre sur les questions liées au fonctionnement de la nation et de ses institutions. C'est prévu dans la Constitution, cette possibilité. Je crois que c'est une grande innovation démocratique. Alors, en fait, ce projet de la Constitution, s'il est adopté, va instaurer au Gabon, un régime présidentiel. Ce ne sera pas plus un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire ou parlementaire. Nous avons un régime présidentiel. Un régime présidentiel sui generis. Cela veut dire que tous les régimes présidentiels ne sont pas les mêmes. Le régime présidentiel aux États-Unis, c'est un régime présidentiel américain. Le régime présidentiel, je ne sais pas où il y en a, c'est un régime présidentiel de tel pays. Le régime présidentiel gabonais doit être le régime présidentiel gabonais, tenant compte de nos mœurs, de nos coutumes, de notre sociologie. Il ne s'agit pas de faire ici
ce que j'appellerai après Nietzsche le noble traître. Le philosophe allemand Nietzsche appelle noble traître celui qui nie son origine, qui nie son milieu d'origine, le noble traître. Celui qui se désidentifie de son milieu d'origine, de son clan, de son ethnie, de son village, il n'est plus là-bas. C'est ce que les philosophes appellent le noble traître. Il est noble en exprimant le courage ainsi de se désidentifier de son milieu. C'est un certain courage, il est noble. Mais le noble traître, comme celui, les dirigeants, qui ne sont pas enracinés dans le sol du pays qu'ils dirigent, dans les coutumes des pays qu'ils dirigent, tout cela, ces dirigeants qui n'ont pas d'humus, on appelle l'humus. L'humus, c'est ce que vous mettez pour planter, pour que ça pousse, ce qu'on appelle l'humus. Les dirigeants qui n'ont pas d'humus sociologique, l'humus historique, et les dirigeants qui nient leur origine, ce sont des dirigeants qui conduisent le peuple à la catastrophe. Ce sont des dirigeants qui conduisent le peuple inéluctablement à la catastrophe. On l'a vu. Avec Ali Bongo, on en a fait député de Bongoville, mais il ne parlait pas la langue. Il s'adressait aux vieux téquets de Bongoville en français. Quelquefois, il disait, il dit quoi? On l'a mis comme député. On l'a mis président de la République. Aucune racine. Il ne parlait aucune de nos langues. Aucune de nos langues parlait. On en a fait un président. Et le prix, c'est quoi? La catastrophe. Dans tous les domaines, le désastre absolu. Le désastre absolu. La même chose, celui qui dit ça, il ne faut jamais nier vos origines. C'est un acte de grandeur de dire que je suis né pour nous, je suis né femme, je suis né Nichongo, c'est un acte de grandeur. Il ne faut jamais nier vos origines. Vous partez de vos racines pour vous élever. Et d'ailleurs, les philosophes constatent que ceux qui sont plus attachés à leur village, à leur partenaire ancestral, ce sont ceux-là qui sont généralement les plus grands patriotes. Les sociologues disent ainsi que nous partons de la petite patrie qui nous amène à la grande patrie. Donc, ceux qui ne sont pas enracinés dans le sol, qui ne parlent pas la langue, aucune langue du pays, ils n'ont pas de racines. Et ceux qui se détachent de leur milieu social qu'on appelle le noble traître, c'est le philosophe allemand Nietzsche qui a donné ce concept-là, mais vous amenez le peuple à l'abattoir, à la catastrophe, c'est ce que nous avons vécu. Alors, le régime présidentiel américain, que l'on considère comme étant le paragon c'est le modèle, le paragon des régimes présidentiels, le paragon, bien sûr. Mais quand le candidat à la présidence des États-Unis, comme on vient de le voir, il va dans un ticket avec un vice-président. On l'a vu là. Est-ce que vraiment le vice-président joue un grand rôle? Est-ce que vraiment les électeurs votent le président en fonction de l'importance, viens enlever le téléphone là, de l'importance du vice-président? Est-ce que il vote? Non, le vice-président, il est là. Il est là. Mais si le président décède, ou s'il est malade définitivement, le vice-président le remplace.
ce qui n'est pas démocratique. Chez nous, dans le régime, il y a un vice-président qui n'est pas élu, mais qui ne remplace pas. S'il y a un cas de force majeure, le président ne peut plus continuer, il y a une nouvelle élection. Donc, c'est plus démocratique. Donc, ce projet de construction est plus démocratique que celui des États-Unis. Vous dites quoi? C'est fini? Non, hein? Continue. On termine? Non, continue. Allez-y. Ah bon, parce que je croyais mon Continue. D'ailleurs, je suis presque à la fin. Donc, notre projet, là, est plus démocratique que la Constitution américaine. Le président aux États-Unis est malade définitivement où il meurt. C'est le vice-président qui remplace, qu'on n'a pas élu. On n'a pas élu, il était sur l'étiquette, mais quelle influence il avait sur l'étiquette, on ne connaît pas. Par contre, chez nous, le président, en cas de vacances définitives, on passe à des nouvelles élections. C'est plus démocratique. Ouais. Cela dit, est-ce que c'était mieux avant? Avant ce projet, est-ce que c'était mieux avant, mes amis? Soyons honnêtes. Est-ce que c'était mieux avant? Même au temps d'Omar Bongo. Que ce soit la Constitution de 1961 et que ce soit la Constitution de 1991, et régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel, mais c'était le parti unique, donc en réalité la majorité au Parlement, c'était automatique. Mais il y a les partisans du non, quand je vois le TikTok, oui, il faut qu'on reparte, on retourne à la Constitution en 1991. Il y avait la Constitution en 1982. C'est pendant cette période qu'on a assassiné Benjamin, qu'on a assassiné Ndoula Depeno, qu'on a assassiné Renjambé, qu'on a tué Martin Oulabou, qu'on a tué après là, au temps de Ali Manzala de Bitam, qu'on a tué. Sans aucune réaction du peuple. Nous avons vécu tout ça là. Nous avons vécu ça. La Constitution était là, soi-disant démocratique. Le peuple n'a même pas réagi. Mes amis. Bon, avec Ali, les 14 ans d'Ali, la Constitution, semi-présidentielle, semi-parlementaire. Ali a détruit la cité de la démocratie, sans même demander l'avis du gouvernement, ni du Parlement. Il a détruit la cité de la démocratie qui était un haut lieu de mémoire où le président Omar Bongo avait reçu en 1917 l'OUA, un haut lieu de mémoire. Le bâtiment se lève, il détruit. Et il nous a réduits aux conditions de bédouins pour tenir nos réunions sous les tentes quand j'étais au PDG. Là, il a détruit. Les écoles Bassoukouf, c'était dans les herbes, il y a même des écoles à l'intérieur du pays qui sont enfouies dans les herbes, que le président Oligui est en train d'exhumer. Les routes, n'en parlons pas. Libreville, la voie de contournement et celle qu'on est en train de faire un peu partout à l'intérieur, il y a des travaux. Le président Oligui Gueba, avec son CTRI, en un an, sur le plan des infrastructures, la restauration des dispensaires, sur le plan, a fait ce que, je crois que ce qu'il a fait, son prédécesseur n'a pas fait le centième en 14 ans. Au contraire, il a détruit le pays. Et pourtant, il y avait cette constitution que certains souhaitent qu'on la remette. Ce n'est pas une affaire de constitution, c'est une affaire d'esprit. Mes amis, Ibongo, il a acheté des palais à Paris de 65 milliards, à Londres 45 milliards. Il a acheté des jets de 40 milliards à son épouse.
sans passer par qui que ce soit, la Constitution de 91 était là. Non, mes amis. Non, ce n'était pas bien avant. Ce sera mieux après samedi, avec le nouveau projet de la Constitution qu'on soumet à notre sanction. Je vous en prie, aimons le Gabon, aimons-nous, soyons dignes et montrons au peuple que nous sommes un peuple digne. La Constitution qui sera soumise le 16 novembre prochain à la sanction du peuple, elle va instaurer un régime présidentiel sui generis africain, un régime présidentiel. Et le président n'est pas du tout, dans cette constitution, ne sera pas du tout un autocrate, ni un dictateur, pas du tout, ni un super président. Cette constitution va instaurer un régime présidentiel sui generis, gabonais, en tenant compte de nos réalités sociologiques. Oui, cette constitution sera une constitution démocratique. Un régime démocratique, un régime présidentiel, mais démocratique. Voilà pourquoi, moi, en toute manière, en tant qu'ancien Premier ministre et en tant que président du Rassemblement des patriotes républicains, je demande à tous nos partisans et à tous nos sympathisants, à tout le peuple gabonais, compte tenu de l'expérience politique que j'ai et des connaissances que j'ai acquises, je demande au peuple de voter massivement oui samedi prochain. Voter massivement oui à ce projet constitutionnel. Oui, oui, oui. Voilà, je vous remercie.